Alors nous voilà sur le plateau d'Urgence Direct Info avec Frédéric Thys pour parler d'un sujet très important qui est le leadership dans les structures d'urgence, que ce soit avec les patients, entre nous et puis effectivement en tant que responsable de service aussi. Alors pour mener cette interview, parce que effectivement le leadership, on s'est un petit peu méfié de Frédéric Thys. On s'est dit il va prendre le leadership, on va pouvoir causer, il va nous arracher la parole, les micros, etc. On s'est mis à 3 pour l'interviewer. Voilà, donc Delphine Douillet. Quel défi, oui. Charlotte Pommier, Charlotte Pommier du Quotidien médecin. et à qui je vais donner tout de suite la parole, le leadership. Merci. Alors, Frédéric Thys, j'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui pourquoi les hôpitaux ont particulièrement besoin de leadership. Alors aujourd'hui, les hôpitaux, plus que demain, pour remplir leurs défis de soins de santé intégrés, donc tant au niveau du personnel que de l'organisation, que du fonctionnel et du normatif, sont soumis à un tsunami de changement. Avec d'une part la démographie qui évolue, les contraintes financières, une médecine qui frappe à nos portes et dont on ne parle pas encore beaucoup dans les congrès, qui est la médecine génomique, l'intelligence artificielle, les GAFA, la couverture universelle de santé qui pose question. Tous ces changements-là sont en train de percuter l'hôpital, sans compter les contraintes financières. Et aujourd'hui, ces changements sont cycliques avec des cycles très courts et avec une intensité importante. Et donc, tous les acteurs de soins, les médecins, les infirmiers, sont dans un environnement qui est volatile, qui est incertain et qui, quelque part, est complexe. Si on ne met pas en place un leadership et du management qui permet de garder le cap dans la tempête, on risque d'être en difficulté. Alors, est-ce que le leadership, c'est simplement être toujours adapté à son environnement ou il y a autre chose ? Alors non, d'abord, le leadership, c'est d'abord avant tout un état d'esprit et une culture. Alors, est-ce que le leadership s'apprend ? Parce que c'est un peu la question. On sait que pour mener à bien un projet ou une gestion de changement, il faut en réalité 70 à 90% de leadership et seulement 10 à 30% de management. Or, le management s'apprend. On donne des formations de management, on peut se former, avoir des skills. Mais le leadership, il demande d'abord une analyse interne de qui je suis pour prendre en charge un service, quelles sont mes forces et mes faiblesses, et quel type de leadership est-ce que je vais pouvoir mener, puisqu'on sait qu'il y a 5 types de leadership qui vont d'un leadership très directif à un leadership finalement qui va porter les gens à réaliser l'objectif commun en tant que tel. Et donc il y a un apprentissage majeur à prendre, mais d'abord il faut savoir qui on est en tant que leader. Et quelle est vraiment la différence entre le leadership et le management ? Alors le management, c'est la capacité que nous avons. Dans la littérature, on apprend au 19e siècle à trouver en français le terme de manager. C'était un directeur de danse dans les, dans les réunions, je vais dire, de la bourgeoisie. Le manager était celui qui dirigeait les danses. Donc il organisait et planifiait les danses entre les bourgeois, etc. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Le manager, c'est celui qui organise, qui planifie, qui contrôle, mais ce n'est pas celui qui va créer l'impulsion et qui va inspirer autrui à changer et aller d'où nous sommes aujourd'hui à ce que nous voulons être demain. Et c'est ça les différences. Ok, et très bien. Et alors tu nous dis que ça s'apprend. Comment tu l'enseignes ? Alors, d'abord, le management... Je parle de leadership. Hein. Oui, donc... Le management s'apprend facilement. Le leadership, il se construit progressivement. C'est-à-dire qu'on peut facilement, en partant de zéro, acquérir par des formations en gestion hospitalière, en management humain, etc., toute une série de compétences qui va me permettre de diriger une équipe. Par contre, le leadership, je dois d'abord savoir quelles sont mes forces et mes faiblesses. Il y a un concept qui s'appelle le syndrome du hérisson, où on doit bien comprendre quels sont finalement là où on se plaît le mieux, là où on est le plus compétent, là où on est le plus efficient. Quand on se connaît après, on connaît nos faiblesses et on doit faire preuve d'intelligence. Mais ce qui ressort dans le leadership, c'est qu'on doit acquérir, et c'est pas facile, un quotient émotionnel. C'est avant tout l'intelligence émotionnelle qui va permettre au leader de se positionner correctement. Et là, on ne peut l'apprendre qu'en étant très humble vis-à-vis de soi-même. Et puis surtout après, en ayant quelques outils qui nous permettent d'identifier quel est mon comportement en situation normale, quel est mon comportement en situation de stress, quels sont les éléments qui vont générer le conflit et qu'est-ce qui va inspirer autrui. Et c'est des petits outils qu'on doit apprendre à utiliser dans sa vie pour construire petit à petit un style de leadership. Il faut être humble, il faut être au service des autres. Et il y a toute une série comme ça de petites postures qu'on apprend petit à petit. Et les médecins, ce sont des bons leaders ? Alors au départ, le cerveau du médecin n'est pas nécessairement... Et le cerveau et son cheminement, c'est pas naturel de devenir un leader ni un manager. Parce que le médecin, quand il se forme, il attend avant tout d'être en colloque singulier avec son malade.
il est très réactif, il a envie d'apporter une situation immédiate à la détresse du patient. Il a une relation affective. Et surtout, il est assez réfractaire et, comment dire, réactionnaire. Il suffit de savoir comment il est difficile pour un directeur hospitalier de mettre en place la checklist dans un bloc opératoire pour comprendre qu'un médecin, dès qu'on le contraint, il devient réactionnaire. En plus, il est un peu chevalier blanc, le médecin. Il veut tout résoudre tout de suite. Or, un leader et un manager, il travaille sur les sucres lents. Il est plutôt cheval de trait que cheval de course. Et en plus, il doit se mettre au service des autres et pas uniquement au service de son idéal. Et c'est ça qui est très compliqué au départ. Donc c'est quand même une source de conflit. On est bien d'accord là, quand tu nous décris le médecin avec tous ses défauts, c'est pas propre à la Belgique. Alors, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'au départ, c'est pas naturel. Maintenant, il est démontré quand même qu'il y a une valeur ajoutée à ce que les médecins soient à la tête des services, des départements et des hôpitaux. Il a été démontré... Un très très bon exemple est la Mayo Clinic, par exemple. Voilà. La Mayo Clinic, la direction, c'est toujours un médecin. Oui, tout à fait. Avec un staff à côté absolument excellent. Je pense etc. qu'à Cleveland, c'est la même chose. Cleveland, c'est pareil, etc. Et on a démontré qu'aujourd'hui, enfin c'est une étude qui date maintenant d'une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années déjà, on a démontré qu'il n'y avait plus que 4% des 6500 hôpitaux américains qui sont dirigés par des médecins. En 1935, il y avait 30% d'hôpitaux américains qui étaient dirigés par les médecins. Or, on sait aussi, quand on regarde la littérature sur le management, que les hôpitaux qui sont managés par des médecins ont des index de qualité dans tous les trajets de soins qui sont supérieurs à ceux qui ne sont pas dirigés par les médecins. Alors, ma question n'est pas de dire nous devons mettre en dehors les non-médecins, mais on doit probablement se former pour être équivalent en termes de formation et en termes de skills, pouvoir parler d'égal à égal avec les managers hospitaliers d'aujourd'hui. Et apprendre le leadership, ça passe aussi par la simulation, j'imagine. Alors, est-ce qu'on peut dépasser le constat d'un manque de leadership suite à des exercices de simulation et le transformer justement en amélioration après? Alors, le leader, le vrai leader, il va d'abord être très intéressé par ses échecs. Et donc, la simulation, c'est avant tout de revoir ses échecs. Et on dit toujours que le leader, il doit avoir l'attitude de la fenêtre et du miroir. C'est-à-dire que lorsqu'il réussit quelque chose avec son équipe, il doit regarder par la fenêtre et dire « Waouh, mon équipe a bien travaillé ». Et lui, il est derrière la fenêtre et il n'est pas dans ceux qui célèbrent la victoire. A l'inverse, quand il y a un échec, il se regarde dans le miroir et dit « C'est ma responsabilité à moi parce que je n'ai pas pu être assez inspirant pour avancer ». Donc après, on peut faire des simulations dans des situations de conflit ou autres. Il existe dans les comités de direction, et je l'ai pratiqué lorsque j'étais à la direction médicale adjoint d'un CHU. On faisait des wargaming, c'est-à-dire que lorsqu'on doit affronter des situations compliquées, entre comités de direction, on simule à l'avance tout ce qu'on pourrait avoir comme difficultés, des questions, etc. Et pendant parfois une demi-heure, une heure, on est soumis à la question par des collègues. Alors on apprend surtout à voir est-ce qu'on est bien ancré dans ce qu'on veut dire, est-ce qu'on a la bonne attitude, etc. Et donc oui, ça peut s'apprendre comme ça aussi. Oui. Alors il faut savoir que ça ne concerne pas que les médecins, puisque nous on organise des séances de simulation pour les futurs directeurs d'hôpitaux. Oui. Voilà. Et donc ils viennent chez nous et on fait une gestion de crise. Voilà. Et chacun dans son rôle. Voilà, avec les étudiants, donc les futurs directeurs d'hôpitaux, avec les médecins. Donc moi, généralement, je fais l'urgentiste récalcitrant. Oui. Voilà. Et on va gérer la crise. Et après, on fait le débriefing. Et on voit bien toute l'importance du leadership. Et il y a des gens qui font... et en plus, des leaderships qui s'expriment très défiamment. Il y a des gens qui, de façon quand même assez générale, sont toujours un peu en retrait. Oui. Sont dans la conscience situationnelle. Je ne sais pas si c'est un concept que tu manages, mais... C'est-à-dire en fait qui ont une bonne vision globale de ce qui se passe et puis qui vont intervenir parce qu'ils ont un objectif clair. Oui. Alors c'est une des responsabilités du leader. C'est d'une part d'analyser avec ce que j'appelle moi affronter la brutalité des faits, c'est-à-dire voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire ne pas les embellir, ne pas les aggraver, et puis être certain qu'en tout cas on va atteindre l'objectif qu'on se fixe, et après focaliser, diriger et inspirer l'équipe pour aller vers là. J'en ai parlé ce matin lors de la conférence sur le leadership, le paradoxe de Stockdale. Donc Stockdale, c'était un général américain qui a été torturé pendant 8 ans, qui était dans un camp, et qui avait constaté que les optimistes sont tous morts. Parce qu'ils n'affrontaient pas la brutalité des faits, ils disaient à Noël, je vais sortir du camp. Et puis à Noël, ils ne sortaient pas du camp. Et ils se décourageaient. Tandis que Stockdale disait toujours, il faut affronter la réalité des faits. Je suis dans une situation difficile, je suis torturé, je suis en difficulté, mais mon objectif, c'est de sortir d'ici. Et le leader, il doit toujours être comme ça. Le leader, il est payé pour rebondir et il est payé avant tout pour changer de point de vue. Si ça ne fonctionne pas, c'est sa responsabilité. Il doit changer le scoop, il doit se dire c'est que mon point de vue n'est pas bon, se remettre en question, être humble et dire je me suis trompé et démarrer une nouvelle approche pour que l'équipe revienne. Est-ce que c'est simple? Non. Après de nombreuses années,
Moi, aujourd'hui, je sens que... Enfin, j'ai vécu plusieurs fois que l'accompagnement et la gestion du changement est probablement le plus grand défi pour un leader. Parce qu'on n'est pas là pour être aimé, on n'est pas là mais on est là pour faire progresser les choses. Et ce n'est pas toujours facile et on nous prend parfois pour des magiciens. Or, on est tous sauf des magiciens, on est juste des êtres humains qui faisons ce que nous pouvons. Donc ça, c'est compliqué aussi. Donc une leçon surtout d'humilité à avoir dans le leadership, c'est oui, ça? Je pense que le leader, il doit être humble, il doit être au service d'eux. Et puis, il doit se remettre en permanence en question en disant est-ce que ma posture est la bonne pour pouvoir aider les autres. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour le leader que de voir les gens qui le dépassent et qui sont meilleurs que lui. Alors, il a réussi son job. Et d'ailleurs, on peut avoir un peu une idée de cela aussi. Le nombre de services où il n'y a pas de succession prévue après, c'est un problème de leadership. Un vrai leader, normalement, il doit s'effacer sur la pointe des pieds et tout le monde doit le voir partir presque sans avoir envie de faire une fête parce que c'est normal que le suivant soit là. C'est un vrai changement de culture par rapport au mandarinat. Oui, très probablement. C'est une très bonne question, voire même une remarque. Ok. Non, mais c'est une vraie culture et je dirais plus que... Parce que souvent on dit, allez, on va mettre un leadership là et puis on va en faire un dans l'équipe, puis ça va booster tout le monde. Moi, je suis convaincu que le leadership, c'est une culture d'équipe. C'est une culture de système et un mode de communication au sein d'une équipe. Oui, et rien n'est jamais gagné. C'est comme dans la vie en général. Et d'ailleurs, on doit utiliser... Il y a quelques outils qu'on peut utiliser, qui sont évidemment les préférences comportementales, l'HBDI, l'UMBTI, etc., pour voir un petit peu ce qu'on est. Mais il y a des outils beaucoup plus puissants, comme la rose de Leary, par exemple, de Timothy Leary, qui permet de dire qu'à un moment donné, on est tous à un moment donné dominants et dominés. Mais que si on est toujours dominant, on va évidemment créer des dominés qui, petit à petit, vont être contre nous et à un moment donné, vont rentrer en guérilla. Il faut trouver le juste équilibre entre je dirige et je suscite le fait que les autres me dirigent. Et il faut arriver à cet équilibre-là aussi, sans manipuler les personnes, en étant vraiment honnête. Donc honnêteté, humilité, et voilà. Effectivement, et c'est assez compliqué, parce que quand tu dis sans manipuler les personnes, la manipulation a toujours une terminologie assez négative dans notre environnement, même si on l'emploie tout le temps, ne serait-ce que par rapport à nos enfants, par exemple. Oui, et là, l'objectif étant positif, c'est quelque chose qui peut se révéler positif. Et donc, on a vraiment un curseur là, avec le leadership, plus aller vers son objectif, et en même temps avoir de l'humilité. C'est des contraintes qui ne sont pas faciles à gérer. Est-ce que tu t'es senti plusieurs fois quand même en difficulté, en épuisement malgré cette culture du leadership? Tous les jours, parce qu'on doit s'interroger en permanence. Des grosses difficultés, oui, dans des conflits ou dans des accompagnements de changement, de rupture qui étaient nécessaires, mais où toi tu vois où tu veux aller et où l'équipe ne le voit pas encore. Et donc, si à un moment donné c'est une difficulté, c'est que tu as mal préparé le changement. Et en même temps, Edgar Morin disait dans une formation sur la pensée complexe qu'il n'y a rien de plus difficile à diriger que des médecins et des cosmonautes. Parce que l'un et l'autre ont le métier en eux-mêmes de tout l'hôpital ou de toute la NASA ou de tout... Et donc, on doit toujours, évidemment, se rendre compte de la posture difficile et des besoins d'autrui. Et c'est compliqué. Pour le management, il faut aussi acquérir des skills en gestion hospitalière, en économie, en financement, pour pouvoir parler avec les autres. Donc, il faut ce juste équilibre de formation entre les deux. En Belgique, maintenant, depuis 2014, les internes qui commencent leur spécialité, quelle que soit la spécialité, ont l'obligation chaque année de suivre des cours de management et de santé, enfin de gestion hospitalière, qui doivent être organisés par les universités ou par les hôpitaux dans lesquels ils sont en stage. Est-ce que tu penses que notre commission scientifique doit s'accaparer et créer une track management, leadership formative au sein du prochain congrès? Alors, je ne suis pas sûr que... oui, ça oui, je pense, mais c'est plus qu'une commission scientifique. C'est vraiment commencer à développer la culture. C'est la même chose que la qualité. C'est une culture et on doit s'approprier la culture. Parce que si on ne s'approprie pas, nous, la culture, alors on vient se mêler de nos affaires. Et donc, c'est quand même un message important. Et ça, on n'aime pas. Voilà, on n'aime pas trop. Ok, donc je vous remercie en tout cas pour cette interview. Et puis on se retrouve plus tard sur le congrès. Merci. Merci Frédéric.